Alors, nos invités, Benjamin Amar, bonjour, porte-parole de la CGT Val-de-Marne, Nicolas Lecossin, directeur de l'Institut de recherche économique et fiscale, bonjour, et Nicolas Perruchot, ancien député, responsable de ce fameux rapport d'enquête sur les mécanismes de financement des organisations syndicales d'employeurs et de salariés, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Benjamin Amar, vous avez entendu Pierre-Henri Dumont? Une réaction? Oui. Bah, une réaction, je pense que... Alors, bien évidemment, je ne partage pas tout ce qu'a dit M. Dumont, mais je remarque en tout cas que j'acquiesce, en tout cas, lorsqu'il dit que cette réforme, elle est particulièrement injuste pour finalement, les salariés qui ont les pensions de retraite les plus faibles, et notamment ceux qui ont commencé à travailler très tôt. Je rajoute juste que la soupe, enfin l'huile de foie de morue, c'est pour tout le monde, puisque tout le monde va travailler 2 ans de plus. Donc après, je constate donc que même les forces politiques sur lesquelles Emmanuel Macron comptait, parce qu'il est minoritaire à l'Assemblée, il a une majorité relative, il a donc besoin des LR pour pouvoir avancer sa réforme, et on voit bien que ça avance en rang clairsemé. Donc on a effectivement, c'est bien l'illustration qu'Emmanuel Macron est acculé de partout. Oui, sauf que si cet amendement est adopté, vous avez bien compris que les députés LR voteront la réforme. Alors d'abord, premièrement, vous savez, avec Dessy, on mettrait Paris en bouteille, et quand on voit le talent des macronistes pour n'écouter personne, je reste assez serein. Bon. Mais de toutes les façons, encore une fois, le débat parlementaire, il va, à mon avis, être très houleux, et ça va résonner en écho avec ce qui se passait dans les entreprises et dans la rue. Alors, nous allons voir justement qui va affluer le plus. Didier, un mot sur... Didier, lui, va manifester. Bonjour Didier. Oui, bonjour. Vous êtes consultant, Didier. Je vous confirme, je suis consultant, j'ai 60 ans. J'ai la chance de travailler encore, et pour plusieurs années peut-être. Mais je serai dans la rue à partir de 14h. Effectivement, mais pourquoi? Pourquoi, Didier? Vous avez 60 ans. Vous devez partir à la retraite quand, Didier? À quel âge? 65, 66, je pense. 65, 66, donc au-delà des fameux 64 ans. Absolument. Ouais, pourquoi? Mais je pense que dans le cadre d'une réflexion plus globale, et ce qui ressort des échanges ce matin sur votre antenne, le sentiment d'être pris pour des cons, à un moment, ça peut provoquer une exaspération. Ce dossier, semble-t-il, était une priorité, et je fais partie des Français, peut-être à tort, mais qui a voté Macron en 2017. C'était un sujet important. Et c'est vrai qu'il touche le portefeuille de tout un chacun d'entre nous. Donc, un sujet très sensible. 2017, on a même eu un haut commissaire à la retraite, enfin, ainsi de suite. Pour arriver aujourd'hui, alors que l'impératif des 64 ans, quand on sait que la moyenne des départs en retraite aujourd'hui est autour de 63 ans et 2 ans, 63 ans et 2 mois, pardon, on peut s'interroger pourquoi s'arc-bouter sur Didier, vous auriez préféré le maintien de la précédente réforme voulue par Emmanuel Macron, réforme par points, qui était le projet qui a été abandonné? Oui, peut-être, mais j'aurais voulu surtout un vrai travail, un vrai débat, une vraie discussion. Il manque quand même, on entend les organisations syndicales, et à juste titre, et je crois qu'elles ont démontré depuis, sur ce dossier en tout cas, et dans la dernière période, à mon avis, le sens des responsabilités, un calme, mais il en manque un autre en face. C'est quand même le MEDEF. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'on entend? Aujourd'hui, il y a une situation, quand on regarde un peu les études et les comparaisons européennes, en France, les 59 ans, 64 ans, seulement 33% sont encore dans un emploi. Qu'est-ce que demain ils vont devenir si cette réforme est adoptée? À cette question, personne n'a été capable de répondre au gouvernement. Personne. Même le ministre en charge du dossier. Quand on compare avec les pays européens, la Suède, le Danemark et même l'Allemagne, on est autour des 50%. On voit bien que là, il y a un sujet qui demain peut faire basculer dans la pauvreté et dans la difficulté énorme plusieurs millions de nos concitoyens, d'une part. Et puis d'autre part, il y a toutes les questions qui ont été évoquées, je ne reviens pas dessus, ce qu'évoquait le député à l'instant, et qui à juste titre montre que... mais comment peut-on arriver dans une situation... Moi, je suis très en colère auprès de pas des politiques,
mais des responsables, par exemple de Macron, par exemple du gouvernement, par exemple de la Première ministre. On n'a pas le droit, dans un contexte pareil, un climat aussi social aussi difficile, où les gens traversent les difficultés qu'ils traversent, la situation de l'énergie, l'explosion de l'inflation, enfin, ainsi de suite. On n'a pas le droit de jouer les enjeux de la transformation écologique, on n'a pas le droit de jouer aux incendiaires, quoi. Mais on cherche, merci, en tout cas, Didier. On cherche en tout cas d'apaiser la situation et de trouver une solution. Elle existe. Merci dans tous les cas, Didier, d'être intervenu sur l'antenne de Sud Radio. Nicolas Lecossin, vous réagissez, il y a quelque chose de contradictoire dans ce que vient de dire Didier, qui est tout à fait libre de manifester, d'être contre la réforme. C'est qu'il parle du taux d'emploi. Oui, effectivement, on a l'un des taux d'emploi les plus bas d'Europe, qu'il s'agisse des plus de 50 ans ou des jeunes même. Donc il faut justement travailler, essayer de travailler plus et essayer de libérer justement le monde de l'entreprise pour les seniors, pour qu'ils trouvent un emploi. Oui. Donc c'est une des... je tiens à préciser que notre institut considère cette réforme une petite réformette qui ne résoudra pas le problème des retraites en France. Donc je tiens à le préciser dès le début. Donc ce n'est pas pour ça que je défends Macron, et on le critique tous les jours d'ailleurs. Mais c'est la moindre des choses. Tous les autres pays, et Didier l'a dit, dans tous les autres pays, on travaille plus longtemps, on travaille jusqu'à 69 ans. L'espérance de vie augmente tous les jours. Qu'est-ce qui va se passer dans 30, 40 ans Quelle sera l'espérance de vie? On n'en sait rien. Donc pour vous, c'est indispensable. C'est indispensable. Même si elle est insuffisante, c'est indispensable. C'est la moindre des choses. Bon, alors, avant de parler des syndicats, proprement dit, réponse de Benjamin Amar, puis je donnerai la parole à Nicolas Perruchot. Alors d'abord, pour répondre à ce que vient de dire monsieur, premièrement, l'espérance de vie... c'est une chose, l'espérance de vie en bonne santé, c'en est une autre. L'espérance de vie en bonne santé en France, c'est 63 et 64 ans pour les hommes et les femmes. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, moi j'entends ce que dit monsieur, alors je suis en désaccord complet avec tout ce qu'il vient de dire, mais il y a une chose sur laquelle je suis d'accord. Il vient de dire, c'est une réforme qui de toute manière ne résoudra rien. Et donc, ça signifie, alors moi, comment je l'interprète, que de toutes les façons, si on les laisse faire, dans 4, 5 ans, ils nous refont le même coup, et là, ils nous disent, il faut travailler jusqu'à 68 ans. C'est le tonneau des Danaïdes, et ça ne s'arrête jamais. Ensuite, la question, je pense, de fond qui se passe. Moi, je pourrais, analyser et contredire monsieur sur les éléments économiques de ce qu'il vient de dire. Mais ce qui se passe aujourd'hui en France, c'est que les gens, ce discours-là, de culpabilisation consistant à dire « regardez ailleurs en Europe », ça ne passe plus. Tout simplement parce qu'il y a une colère sociale profonde, sincère, qui fait qu'il faut arrêter de leur parler de valeur travail aux Français, parce qu'ils n'ont pas de problème à aller bosser. Le souci, c'est que les augmentations de salaire, par exemple, c'est lié au travail, ça. Eh ben, en France, elles sont de 3% l'année dernière, alors qu'on a une inflation à plus de 6%. Et donc, il y a effectivement une colère sociale profonde qui fait, vous l'avez vu, monsieur, excusez-moi, je ne vous ai pas coupé la parole. Monsieur Didier, là, il a 60 ans, il est cadre, il vous explique finalement pour lui, c'est pas si grave que ça, mais derrière, par solidarité intergénérationnelle, par solidarité tout court, il vous dit, moi je vais dans la rue. Et ben c'est ça qu'il faut comprendre. Bon, il est 11h18. Je vais donner la parole à Nicolas Perruchot. Est-ce que ce sont les syndicats qui vont canaliser cette colère, ou bien vont-ils être, pour l'instant, oui, mais est-ce qu'ils risquent d'être débordés? Est-ce qu'on va pas faire de la politique fiction? Je déteste ça. Mais on va regarder les faits. Hein. Nicolas Perruchot, qui connaît bien ce fonctionnement des syndicats, va intervenir juste après la pub. Il est 11h18. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bien, il est 11h21, journée de mobilisation, forte mobilisation, sans aucun doute. Hein. Les premiers signes nous sont apportés. Nous étions à Toulouse tout à l'heure, énormément de monde. Forte mobilisation à l'initiative de l'intersyndicale, les syndicats unis. Nicolas Perruchot, les syndicats pour l'instant canalisent le mouvement de colère. Ils y arrivent, ce qui est assez nouveau tout de même, non ? C'est une occasion en or pour eux de se refaire la cerise, si je puis dire, sur ce sujet-là, parce qu'ils étaient très désunis jusqu'à présent. Oui. Ils avaient peu d'espace, parce que le premier quinquennat de Macron leur a laissé très peu d'espace. Et là, ils ont une occasion évidemment formidable pour arriver à montrer un front uni, ce qu'ils sont en train de faire. Il y a ensuite un élément important qu'il faut avoir en tête, c'est que et Laurent Berger
et Philippe Martinez ont annoncé leur départ de centrale syndicale. Il y aura le congrès de la CGT fin mars. C'est bientôt, ça arrive. On est déjà en pré-campagne. Et on comprend évidemment l'intérêt de la CGT à être très mobilisée sur cette réforme. On l'imaginait de toute façon. Pour Laurent Berger, c'était là aussi annoncé. Mais il y a, je pense, chez ces deux dirigeants syndicaux, le souhait de sortir grandi avec ce qui se passe là. Mais regardons, donc ils ont intérêt à ce que ça fonctionne. L'histoire récente, aucune mobilisation syndicale n'a débouché sur le retrait d'une réforme importante depuis le CPE en 2006. Ouais. Aucune. Il y a un élément nouveau syndicale. Il y a aussi un élément nouveau. On l'a vu au mois de décembre avec, par exemple, la grève des contrôleurs à la SNCF. Les syndicats sont de plus en plus court-circuités par tout ce qui s'organise sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il y a un front syndical très important sur les réseaux sociaux qui s'est organisé. Il y a beaucoup de fédérations ou autres qui sont organisées sur les réseaux, qui s'organisent comme ça, qui n'ont plus besoin d'en référer. Et qui prennent leur autonomie par rapport aux centrales. Absolument. Et qui peuvent organiser des mouvements, j'allais dire locaux ou pas d'ailleurs, qui sont assez spontanés. Donc c'est un élément qui, je pense d'ailleurs les centrales syndicales n'ont peu anticipé il y a maintenant une dizaine d'années. Vous l'avez constaté, Benjamin Amar? C'est-à-dire C'est-à-dire justement cette forme d'autonomie prise par des syndicats localement. Mais je rappelle, vous savez, on définit, je vais parler de la mienne d'organisation, on définit souvent la CGT comme un bloc monolithique hyper centralisé. C'est très mal connaître la CGT. La CGT, elle est déjà fondée sur un principe qui s'appelle le fédéralisme, ce qui signifie que les unions départementales et les fédérations ont une large marge de manœuvre. Et donc, à la CGT, on vote Marine Le Pen ou on vote Jean-Luc Mélenchon. Hein. Alors, non mais ça, d'abord, attention, parce que le sondage qu'on connaît, c'est sur les sympathisants. C'est sur les sympathisants. Mais mais bien évidemment, et d'ailleurs, pour reprendre ce que vous venez de dire, à la CGT, on est conscient du problème relatif à l'extrême droite et on développe et on l'assume des formations pour justement décrypter l'imposture sociale du Front National, du Rassemblement National. Mais effectivement, il y a, pour répondre à votre question, mais c'est structurel, il n'y a pas la verticalisation à la CGT, c'est quelque chose qui est largement fantasmé. Alors aujourd'hui, vous avez tout intérêt, je vais donner la parole à Nicolas Lecossin, vous avez tout intérêt à garder un front syndical uni. Alors parce que c'est l'une des conditions de la réussite de la mobilisation, vous êtes d'accord? Incontestablement, l'argument juste et factuel consistant à dire que ça faisait plus de 12 ans qu'on n'avait pas eu ce front syndical est un argument important, un levier de mobilisation, un argument dans la bataille idéologique, et on en est conscient, et je vous le dis, et je l'ai répété sur plusieurs plateaux, tout le monde est bien conscient que cette unité syndicale, elle doit être préservée à tout prix, parce qu'il y a une mobilisation populaire massive. Je termine juste. Il y a une mobilisation populaire massive, et elle signifie donc que celui qui déliterait l'unité syndicale, alors qu'on n'a pas obtenu ce qui est l'objectif de tout le monde, c'est-à-dire le report de l'âge légal, eh bien, serait désigné comme responsable. Donc tout le monde soigne cette unité syndicale. Le retrait du report de l'âge légal. Le retrait du report de l'âge légal. Benjamin Amor. Sauf que à la CGT, par exemple, il y a des voix qui s'élèvent, notamment Minénergie, notamment en disant il faut absolument bloquer le pays, ou il faut aller beaucoup plus loin que aujourd'hui cette unité syndicale et ces manifestations de masse tous les 10 jours ou tous les 15 jours. Alors mais ça, on est. Il y a des divergences à la CGT. Vous ne pouvez pas les nier. Je réponds aux questions que vous me posez. Vous ne m'avez pas demandé s'il y avait des divergences. Alors, il y a des divergences. À la CGT, c'est une organisation démocratique et il y a des débats. Et quand il y a des débats, il y a des désaccords. Mais à la fin, on est bien capable de présenter effectivement une organisation soudée. Mais ce que je veux vous dire, parce que vous m'avez posé une question, et vous avez évoqué des structures et des fédérations qui tiennent le discours que vous venez de présenter. Mais en réalité, le discours est le suivant. Parce que moi, je suis assez proche des dirigeants que vous désignez, et je discute et j'échange avec eux. Mais on est tout à fait d'accord pour dire qu'il y a une mobilisation qui se fait par cercle concentrique. Il y a ces grandes journées qui sont massives et qui ont permis le 19 de mobiliser énormément de monde, et ça n'empêche pas chaque organisation syndicale de manière souveraine de mener ses actions. Ça, je veux dire, ça n'est pas sujet à débat. Mais vous savez très bien qu'il y a d'autres syndicats qui ne sont pas du tout d'accord avec ces actions-là. Sauf qu'on est capable de dire à chacun son mode d'action. Je vais vous donner un exemple très, très précis. Dans le Val-de-Marne, dans l'union départementale où je suis dirigeant, jeudi dernier, nous avons fait une marche au flambeau.
sur la ville de Vitry, on a marché au flambeau dans toute la ville. Bon, ben voilà, ça a bloqué une partie de la circulation, etc. Il y avait que la CGT. On s'est réunis en intersyndical et on a proposé aux autres organisations qui nous ont dit non, pas pour nous, on n'est pas prêt ou on ne le souhaite pas à ce moment-là. Par contre, on a effectivement mis en perspective la possibilité de se mobiliser tous ensemble, peut-être devant la préfecture ou ailleurs. Donc, autrement dit, chaque organisation, on n'est pas bagué pour chaque instant de la mobilisation. Je comprends, mais il y a des mouvements, vous savez très bien, des mobilisations qui peuvent heurter le grand public. Et alors ça, là-dessus, Jean-Jacques Bourdin, je vais vous répondre très clairement. On m'a sorti ça parce que monsieur a dit une chose fausse, c'est-à-dire que pendant le premier mandat, monsieur Perruchot a dit que pendant le premier mandat, on n'avait pas eu d'espace. Bah, visiblement, certains ont la mémoire courte. Il y avait eu, en 2019, la tentative de la retraite par points. Il y a eu des mobilisations pendant des semaines, une opinion qui était à plus de 65% favorable à la mobilisation. Mais qui était moins mobilisée qu'aujourd'hui. Certainement pas. Pendant l'hiver, il y a eu des grèves dans les transports. Pendant l'hiver, on m'a invité sur un certain nombre de plateaux pour me dire qu'est-ce que c'est que ces méchants CGTistes qui empêchent les petits-enfants d'aller voir leurs grands-parents. L'opinion, elle n'a pas bougé d'un iota. L'opinion n'a pas bougé d'un iota. Je vais vous dire, pour les Français, il y a un responsable de la situation. C'est ce gouvernement qui, comme le disait Didier, dans le contexte, votre auditeur de tout à l'heure, dans le contexte social extrêmement problématique, décide d'imposer cette réforme scélérate. C'est lui le responsable du bordel qui arrive. Nicolas Lecossin. Bah, écoutez, c'est très inquiétant ce qu'on entend parce que c'est pas à la rue de faire la loi. Je suis désolé, on vit dans un pays où il y a eu des élections, où les gens sont élus, on peut s'opposer. Ce ne sont pas les syndicats dans la rue qui doivent faire la loi. C'est pas la rue, ce ne sont pas les syndicats qui ne représentent personne. On est le pays où il y a le moins de syndiqués, enfin la France. On va y venir d'ailleurs. Il faudra y revenir. Et c'est pas à la rue de dire ce qu'il faut comme loi, ce qu'il faut changer, ce qu'il faut faire comme réforme. Nous, à l'IREF, j'ai dit, on critique cette réforme, on critique Macron tous les jours, mais on va pas descendre dans la rue, on va pas se mettre devant l'Élysée pour tout changer. Monsieur Perruchot a été élu du peuple, c'est à lui de décider, c'est à lui de faire la loi. On peut s'opposer, il y a une opposition à l'Assemblée, il y a une opposition au Sénat, on peut faire un travail électoral. Ce n'est pas la rue qui décide, ça existe dans d'autres pays que je citerai pas ici. Deuxièmement, on a affaire à des syndicats qui ne représentent plus personne. On est aujourd'hui, selon les chiffres de la DARES, 10,3% des salariés adhèrent à un syndicat. Chiffre de 2019. Dans le privé, on est autour de 7%. Dans d'autres pays, c'est beaucoup plus. Dans les pays nordiques, on approche les 70%. Donc, vous voyez la différence. Je regardais hier soir la pétition en ligne faite par les syndicats. Ils étaient à plus de 830 000 signatures contre la réforme. Vous savez combien ça représente ? C'est 1,2% de la population française et environ 1,9% du corps électoral. C'est ça, ce sont ça les Français. La représentativité. Voilà, la représentativité. Bon, Nicolas Perruchot va s'exprimer, vous allez répondre. Ah oui. Il est 11h30, vous êtes sur Sud Radio. Merci de nourrir ce débat. Vous aussi, 0826 300 300. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bien, il est 11h33, notre débat évidemment autour de la réforme des retraites et du rôle des syndicats, de l'influence des syndicats. Nicolas Perruchot, est-ce qu'aujourd'hui, là, les syndicats ont tout intérêt à ce que la mobilisation soit forte pour un peu redorer leur blason, si j'ai bien compris, parce que leur influence baisse d'année en année. C'est une réalité. C'est un vrai paradoxe qu'on a en France. On a effectivement, oui, c'est une réalité que M. Lecossin citait dans les chiffres. On a un peu plus de 10% des salariés qui sont syndiqués en France, près de 19% dans le public, un peu moins de 7 à 8% dans le privé. Et on a uniquement, je pense, sur la moyenne européenne, on n'a que l'Estonie et la Lituanie qui sont derrière nous. En revanche, on est les champions du monde du nombre de jours de grève qui se passent dans notre pays. Donc on a un vrai paradoxe. La rue arrive à se mobiliser, on arrive à mobiliser effectivement beaucoup d'individus parfois. Est-ce que les syndicats ont intérêt à imaginer que c'est grâce à eux ? Oui, bien sûr. C'est d'ailleurs ce qu'ils vont dire. Jusque-là, et on a parlé du Front uni tout à l'heure, mais c'est pas l'unique enjeu évidemment de ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que des réformes comme ça, qui sont toujours compliquées à faire passer dans ce pays,
il faut avoir un temps de préparation qui a peut-être été tronqué dans le cas présent et qui nécessite évidemment ensuite de pouvoir dialoguer avec les partenaires sociaux. Moi, je pense que c'est important. On a une organisation paritaire en France qui existe. L'État qui, d'ailleurs, à mon avis, n'explique pas assez ce qu'il attend du paritarisme, et ça depuis de nombreuses années. Je l'avais notamment dit au cours de mes travaux parlementaires. Oui. Et donc, il faut essayer d'y voir clair et de comprendre ce qu'on attend d'eux, ce qu'on attend évidemment de ce qui va se passer ces jours-ci, et puis comment on sortira de cette difficulté. Oui, Benjamin Amar va répondre. Le Point publie ce matin un sondage. Près de 2/3 des Français ne feraient pas confiance aux syndicats, Félix Mathieu. Oui, résultat d'un sondage Cluster 17 pour Le Point, avec d'ailleurs un net clivage gauche-droite sur ce sujet de la confiance accordée aux syndicats. 65% pour les électeurs d'Anne Hidalgo, 76% pour ceux de Fabien Roussel ou de Jean-Luc Mélenchon. En revanche, à droite et au centre, à peine 11% des électeurs d'Éric Zemmour, 12% chez Valérie Pécresse, 16% pour les électeurs d'Emmanuel Macron à faire confiance aux syndicats. C'est un peu mieux chez les électeurs de Marine Le Pen, 35% de confiance envers les syndicats. Ça tombe à 21% seulement chez les abstentionnistes. Alors si on s'intéresse aux catégories socio-professionnelles, eh bien, les syndicats semblent avoir perdu la confiance des ouvriers. Selon ce sondage, 61% des ouvriers ne leur font plus confiance aux syndicats. Selon ce sondage Cluster 17 pour Le Point, les autres catégories de salariés sont un peu moins sévères. Autre enseignement, une bonne moitié des plus jeunes, 18-24 ans, semblent faire confiance aux syndicats, mais ça dégringole en vieillissant, avec quasiment 3/4 de sondés seniors qui ne leur font plus confiance. On vous fait plus confiance, Benjamin Amar? La population ne vous fait plus confiance? Alors, plusieurs éléments, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites, et je ne peux pas dire que ce soit majoritaire sur le plateau, mais c'est pas grave. Non, mais il n'y a pas de problème. Je vais répondre à tout. Donc, allez-y. Alors d'abord, plusieurs choses pour répondre à ce qui vient d'être dit. Ouais, il y a une crise de tout ce qui représente les corps intermédiaires dans ce pays, de tout. C'est-à-dire qu'il y a une crise de confiance qui concerne les partis politiques, qui concerne les médias. Allez regarder un peu la confiance dans les médias, vous allez voir, c'est bien gratiné. Donc, bien évidemment. Et nous, ça nous interpelle parce qu'on sait qu'on n'est pas sur un piédestal et qu'il faut qu'en permanence se remettre en cause. Exemple, un sujet précis, la syndicalisation. Moi, j'invite tout le monde ici dans les réunions statutaires de la CGT. Il y a toujours une partie sur ce qu'on appelle la syndicalisation. Comment syndiquer davantage? Comment arriver effectivement à mobiliser, à faire en sorte que les salariés se syndiquent et s'investissent. Pourquoi est-ce que vous vous posez les mêmes questions depuis 20 ans? J'entends ça depuis 20 ans. Attendez, mais c'est normal, monsieur. Tout le monde fait ça, monsieur Bourdin. Tout le monde fait ça. Oui. Vous-même aussi, je suppose que vous mettez en cause vos pratiques pour essayer de faire en sorte que la confiance... Eh ben nous, c'est pareil. Donc ça, c'est le premier point. Il y aurait une solution, monsieur Amar, c'est le syndicalisme de service que vous refusez. Alors oui, mais monsieur Perruchot, alors d'abord, moi, vous m'avez interpellé sur des tas de trucs. Laissez-moi vous répondre sur ce que vous venez de dire. Le syndicalisme de service, monsieur Perruchot, c'est quoi le syndicalisme de service? Alors c'est le fait que vous vous syndiquez pour effectivement obtenir un accompagnement individualisé quelque part. En Europe du Nord, par exemple, il y a des syndicats qui gèrent Pôle emploi. C'était le cas. Les syndicats gèrent Pôle emploi. Voilà. Mais ça, monsieur Perruchot... Et donc, pour pouvoir bénéficier des prestations, vous devez vous syndiquer. Très bien. Alors, c'est une forme d'obligation d'être syndiqué. Et y compris dans des pays où, si vous voulez bénéficier... Attends, laissez-moi parler. On vous a beaucoup laissé parler, monsieur Amar. Non, mais attendez, vous venez de m'interpeller, je ne peux pas vous répondre. On explique juste aux gens qui écoutent. Alors, expliquez. Attendez, Nicolas Perruchot, fini, expliquez, vous allez expliquer. Non, c'est simplement un moyen de monter évidemment le taux de gens qui adhèrent au syndicat, mais c'est aussi la possibilité de clarifier les missions des partenaires sociaux. Bon, donc je peux répondre. Alors allez-y. Donc parfait. Donc il y a des pays même où si vous voulez bénéficier des conventions collectives, il faut être syndiqué. C'est pas la tradition syndicale française. Ça, c'est bien dommage. Mais on a le droit, monsieur. On a encore le droit. Mais vous avez le droit de vous refuser. Mais parce que nous, on est sur un principe de syndicalisme d'engagement. Voilà, un syndicalisme de mobilisation. Et nous l'assumons. Et ces syndicats-là, je vous pose une autre question, défendent mal les salariés ou pas? Ou les défendent bien? Moi, je ne vais pas... C'est ça qui est important. Quel est votre rôle? Il n'est pas politique. Votre rôle, il est quoi? Votre rôle est de défendre les salariés. J'ai une batterie de questions, et à chaque fois que je prononce 3 syllabes, je me fais interrompre. Monsieur Bourdin, laissez-moi parler. J'ai 2 personnes qui, visiblement, n'ont pas les syndicats en sympathie. Alors, laissez-moi répondre. J'ai pas de problème à être minoritaire, par contre, je peux parler. Merci. D'accord. Donc, en l'occurrence, sur cette question-là, vous me posez la question, est-ce qu'ils défendent mal? Eh bien, écoutez, on n'a qu'à regarder, mettre une carte de l'âge de départ à la retraite. Et effectivement, en France, c'est là où on part le plus tôt. Ça signifie une seule chose, alors même que les salariés ne veulent pas travailler plus longtemps, les syndicats français sont en capacité de fonctionner comme un môle de résistance. Alors, est-ce que les règles sociales dans ces pays nordiques, notamment, sont... plus plus mauvaise pour les salariés sur la retraite, oui.
que les salariés français. Je vous le dis, je réponds à vous. Est-ce que les syndicats peuvent défendre les revendications salariales mieux ou plus mal je vous donne un exemple. Vous prenez, c'est vous qui prenez la tangente là. Non, je vous donne un exemple précis. C'est votre rôle. Mais je vous réponds sur une chose précise et pas sur des trucs ergotés sur le sexe des anges. Je vous réponds sur un sujet précis. Vous êtes parti ailleurs sur l'âge de départ à la retraite. Il y a des pays où c'est 67, où c'est 66. En France, c'est 62 à cause des mobilisations sociales. Et quand vous me parlez tous les deux d'une comparatif avec les pays européens, moi je peux vous dire, parce que nous on est en lien avec les syndicats européens, très régulièrement on reçoit des messages pour nous dire, écoutez les camarades, vous êtes sacrément costauds. Être capable de sortir autant de salariés sur des journées de grève, on aimerait bien pouvoir le faire. Et donc, en l'occurrence, monsieur, vous dites que mais Nicolas comment ça c'est pas à la rue, oui, monsieur Le Cossin. Vous êtes en train de nous dire, mais écoutez, c'est pas à la rue de faire la grève, mais monsieur, le droit de grève est légal dans ce pays depuis 1864. Oui, mais pas le droit de bloquer. Non mais attendez, pas monsieur, le droit de bloquer la rue. Rêver, faire la grève, manifester, ce sont des lois fondamentales dans ce pays depuis le 19e siècle. Ça peut-être que ça vous plaît pas, ça vous irrite, mais en l'occurrence, c'est ainsi. Et puis vous nous disiez, monsieur Perruchot, c'est incroyable, les syndicats vont dire que s'il y a tant de monde, c'est grâce à eux. Je vous invite, monsieur Perruchot, vous venez après, on part ensemble à la manifestation. J'ai pas pu manifester aujourd'hui. C'est dommage, mais au moins à titre d'observateur, vous verrez, très bien, c'est votre droit, mais en tout cas pour réagir à ce que vous dites, si vous n'alliez pas travailler et que vous veniez en observateur, derrière le cortège, il y a du Val-de-Marne, il y a des tas de salariés, grévistes, on prend le micro et on leur dit, c'est grâce aux syndicats que vous êtes là ou pas? C'est à la suite de l'appel des syndicats ou pas? Vous êtes d'accord avec nous? Et on écoute leurs réponses et on va bien rigoler. Donc bien évidemment que c'est grâce aux syndicats qu'il y a cette mobilisation et ça prouve l'efficacité et la légitimité des syndicats dans ce pays. Nicolas Le Cossin. Juste une chose, je parle du droit de bloquer le pays, pas le droit de grève, c'est pas la même chose. Donc. Et la deuxième le droit de grève n'est pas remis en cause. Voilà, monsieur Amar ne connaît pas l'histoire des syndicats français qui au début, à la fin du 19e et au début du 20e, étaient des prestataires de services au début. C'était comme ça. Après, par la suite, ils se sont idéologisés, politisés, surtout la CGT d'ailleurs, et qui ont abandonné cette vocation dont parlait M. Perruchot et qui existe dans les pays nordiques, de proposer des services à leurs membres, à leurs cotisants, qui étaient fait dans toute assurance chômage, assurance maison, etc. C'était le cas des syndicats français aussi au début. Donc ça a changé complètement malheureusement depuis. Ça a changé malheureusement, Nicolas. Oui, après on a un débat qui est quasiment éternel dans ce pays, c'est qu'est-ce qu'on donne à la démocratie sociale, c'est-à-dire les partenaires sociaux, et qu'est-ce qu'on donne à la démocratie politique. Et très souvent, on est en train de se mélanger les crayons là-dessus, c'est-à-dire moi je me souviens très bien des débats que j'ai eus lorsque j'étais député avec les partenaires sociaux, qui ne comprenaient pas qu'on vienne s'occuper d'un champ dont ils estimaient que c'était leur champ. Et c'est toujours une difficulté. J'ai fait voter un texte, par exemple, sur l'encadrement comptable des grands comités d'entreprise, dans lesquels on avait constaté des dérives de fuite de fonds très importantes. Les partenaires sociaux ne comprenaient pas pourquoi l'Assemblée nationale se préoccupait de ce sujet-là. C'était leur sujet à eux. Or, il y a eu très peu de propositions de leur part pour modifier la transparence. Pourquoi est-ce qu'il n'y a aucune obligation de publier les sources de financement des syndicats? Alors, pourquoi il y a eu depuis des évolutions. Il y a eu la loi Bertrand en 2008 et depuis 2011, on a enfin les bilans des organisations syndicales qui sont d'ailleurs publiées sur le journal officiel, je crois, sur le site. On a donc depuis une dizaine d'années des éléments financiers. Mais pendant 125 ans, il n'y a rien eu. En revanche, personne ne peut nier le rôle social des syndicats. Non, mais personne ne peut le nier. Moi, contrairement à ce que pense M. Amar de ce que j'ai dans la tête, je considère qu'il faut des partenaires sociaux forts pour pouvoir réformer en profondeur un pays. Je crois que c'est évidemment une donnée sur laquelle on peut tous se retrouver. La question ensuite, c'est quelle est la forme que prend évidemment l'organisation de la démocratie sociale et comment ça doit se passer. Et on a cité l'exemple de l'Europe du Nord, qui pour moi est un exemple intéressant. C'est peut-être pas le meilleur exemple, on peut peut-être pas faire un copier-coller, mais ça existe. Après, comme vous le disiez, il y a un effort très important de transparence à faire si on veut améliorer l'image des partenaires sociaux dans ce pays. Alors, Benjamin Amar va répondre. On va prendre Gilles aussi, qui est à Montpellier, dans l'Hérault, qui travaille dans le BTP et qui a des choses à dire. Attendez, il est 11h43, ça va être à vous après la pub. Ça marche. Et à Gilles aussi. À tout de suite. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 11h46. Regardons la situation aujourd'hui. Forte mobilisation. Le 19, forte mobilisation. Aujourd'hui, les syndicats sont en train de jouer le rôle de catalyseur de cette colère sociale qui est réelle. Les politiques, eux, n'avancent pas beaucoup d'arguments. La gauche est partie sur d'autres débats autour des milliardaires. Je parle des LFI par exemple.
La majorité peine à expliquer sa réforme. Je me demande même si les députés sont convaincus de l'utilité de cette réforme. Voilà la situation. Et si les syndicats se désunissent, le risque, c'est où ira la colère? Où ira la colère? Alors avant de donner la parole à Benjamin Amar, prenons Gilles, qui est à Montpellier dans l'Hérault. Bonjour Gilles. Oui, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous vouliez dire, Gilles? En fait, je ne sais pas si on se rend compte que ça date depuis longtemps, que toutes ces corporations et on va dire le gouvernement ne font plus recette. Je vais vous prendre un exemple bête de moi qui suis à mon compte. La CAPEB n'est pas montée au créneau, c'est notre syndicat pour les artisans. La CAPEB, c'est le syndicat des artisans, oui, voilà, du bâtiment. Oui. Voilà, c'est ça. Et puis comme ils ne sont pas montés au créneau, on a créé un groupe qui existait déjà depuis les Gilets jaunes. Et puis on sort, voilà. Et vous sortez dans la rue, vous, Gilles? Voilà, on est dehors, avec un groupe autonome. Et visible. Et avec un groupe autonome parce que vous pensez que votre syndicat ne vous défend pas suffisamment c'est le BTP et ne se mobilise pas. Benjamin Amar, c'est ce qu'on avait entendu pendant les Gilets jaunes. Mais en l'occurrence, moi je l'assume, et je l'ai dit à l'époque au moment des Gilets jaunes, alors même que pendant tout le mouvement, j'ai défendu ce mouvement, cette mobilisation sur les plateaux de médias, et mon organisation, l'UDCGT du Val-de-Marne, a organisé autant que faire se peut des initiatives avec les Gilets jaunes, donc parce qu'on estimait que c'est une colère sociale, et que le fait qu'une colère sociale s'exprime en dehors des syndicats devait nous interpeller, et qu'on devait effectivement comprendre les raisons. Mais beaucoup de Gilets jaunes ne voulaient pas de vous sur les ronds-points. Si on revient là-dessus, c'est un autre sujet, mais à Paris, par exemple, au départ, on va être très clair, sur les cortèges Gilets jaunes parisiens, au début, effectivement, on avait beaucoup d'hostilité, sauf qu'on est resté, et à la fin, on était totalement accepté dans les cortèges. Et oui, mais c'est la vérité. Il y avait des éléments d'extrême droite qui voulaient nous virer, à la fin, c'est les éléments d'extrême droite qui ont été virés. Maintenant, monsieur dit, je connais pas l'histoire des syndicats. Si, monsieur, je suis prof d'histoire. Monsieur Decausse, je suis prof d'histoire. Et je connais très très bien l'histoire de mon syndicat. En l'occurrence, vous me parlez de l'histoire du syndicalisme avant la CGT au milieu du 19e siècle. Pour ce qui est de la CGT, l'identité de la CGT, c'est ce qu'on appelle dans mon syndicat la double besogne. C'est-à-dire du carreau cassé à la transformation de la société. C'est-à-dire que la CGT, elle a pour vocation d'améliorer les conditions les plus concrètes, les plus triviales dans l'atelier, sur le lieu de travail, mais aussi de porter une transformation de la société basée sur le syndicalisme de classe et de masse. Ça, c'est la première chose. Maintenant, monsieur Perruchot, d'abord, vous l'avez dit, il y a eu, depuis la proposition de votre rapport en 2011, un certain nombre de règles... Qui n'a pas été publié, ce rapport. Qui n'a pas... ce qui est dommage, d'ailleurs. Il faut attendre 2036. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas été juste petite parenthèse. Vous allez finir, mais attendez, pourquoi est-ce qu'il n'a pas été publié? Parce que j'ai été battu au vote le jour de la publication. Oui, enfin après ça a été très organisé. Bien entendu, on voulait pas montrer ce qu'il y avait dans ce rapport, même s'il a été diffusé ensuite. Ce qu'il y avait. Alors, donc, je reviens là-dessus. Depuis ce rapport, il y a eu, d'abord, c'est pas simplement que depuis ce rapport, il y a eu un certain nombre de scandales, comme celui de l'UIMM. Il y a donc eu des règles de certification comptable. Les organisations syndicales doivent présenter leurs comptes, et quand c'est supérieur à 230 000 €, ça doit passer au journal officiel. Donc les choses sont très cadrées. Mais il a fallu attendre 125 ans, c'est très très long. D'accord, mais c'est le fait aujourd'hui. Enfin, si vous voulez, moi, on vous pourrait parler d'autres sujets. Sur l'évasion fiscale, on attend toujours. Non, mais on prend tous les sujets. Sur l'évasion fiscale, on attend toujours. Ça sera plus de 125 ans. Maintenant, dans le rapport de monsieur Perruchot, ce qu'on oublie souvent de dire, on parle du rapport sur les syndicats. C'est le rapport sur les organisations syndicales et patronales. D'accord? Oui, mais c'est souvent, si vous me le permettez, c'est souvent mis de côté. C'est-à-dire que la CGPME, le MEDEF sont pleinement concernés par cela. Et lorsqu'il y a eu des grands scandales, comme celui de l'UIMM, il y a eu la brigade financière, il y a eu des enquêtes, etc. À la fin, la condamnation, c'est le patron de l'UIMM. C'est pas le secrétaire général de la CGT. Qui n'a pas voulu parler. Non, mais attendez, il y a eu un procès, M. Perruchot. Oui, j'ai suivi ça. Très bien. Donc, il y a eu un procès, y compris une condamnation en appel. Donc, moi, je veux bien qu'on raconte cela, y compris, M. Perruchot, c'est pas par hostilité à votre compte. Mais à chaque fois qu'on a une mobilisation massive, je me cogne des émissions au sujet de votre rapport. J'ai pas de problème. Je suis très content. Mais c'est très bien. Mais donc, c'est un marronnier, et là-dessus, on est tranquille. On n'a pas de problème à se mettre, effectivement, à répondre aux interpellations et aux mises en cause,
mais en l'occurrence, on revient sur les faits. Bien. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y avait dans ce rapport très vite? Très vite, il y avait simplement, on avait essayé de cartographier les flux financiers entre l'État et les partenaires sociaux, aussi bien les organisations syndicales de salariés que les organisations patronales. On a découvert à chaque fois qu'on soulevait un tapis des choses assez particulières, notamment l'absence de contrôle sur les fonds qui passaient par les organisations syndicales, qui sont organisé de manière très très complexe, ce serait trop long pour le décrire ici. Mais voilà, et en gros... Et ça a changé ou pas depuis votre Alors, rapport? il y a eu des évolutions, paradoxalement, puisque le rapport n'existe pas officiellement. On avait fait une trentaine de propositions. Il y a 8 propositions qui sont devenues des lois, ou qui sont des bouts de loi, notamment dans la loi Sapin et la loi Pénicaud. Donc, il y a eu des évolutions intéressantes. Ça prouve que ce qu'on avait expliqué et dit, c'était une brique de base, a eu des suites. Mais il y a encore beaucoup à faire pour améliorer la transparence. Alors, si j'ai bien compris, aujourd'hui, je m'adresse à vous, Benjamin Amar, pour faire reculer les pouvoirs publics, c'est soit la grève, donc, soit les jeunes. Je vous dis ça parce que si les jeunes descendent dans la rue, on sait que les pouvoirs publics craignent les jeunes dans la rue, plus que les syndicats dans la rue. Alors, moi, votre dernière phrase, je la nuancerai, mais ce qui est certain... non. C'est pas la réalité. Je vais vous dire, moi, ce qui est délicieux, en tout cas, dans le moment actuel, c'est un moment de détermination, de combativité, etc. Mais il y a quelque chose que je grignote comme du caviar beluga, c'est d'entendre l'amertume et la mélodie des soupirs de tous ceux qui, depuis un certain temps, nous annoncent ou nous présentent comme un carteron de zombies sous perfusion. Visiblement, c'est pas le cas. Je le disais déjà en 2019, au moment de la réforme sur les retraites, où un certain nombre nous disaient, regardez les gilets jaunes, vous les syndicats, vous êtes morts debout, vous servez à plus à rien. En France, les organisations syndicales, et à l'époque, en 2019, je le rappelle, la CGT, il n'y avait pas un front syndical uni, et les mobilisations avaient été massives. Donc, en l'occurrence, on est visiblement, les syndicats dans ce pays sont effectivement un élément à prendre en compte, un contre-pouvoir réel, avec un impact et une influence. Maintenant, ce que je partage avec ce que vous venez de dire, c'est le rôle de la jeunesse. Il est évident que l'implication de la jeunesse dans ce conflit est déterminante. Et à mon avis, fera monter le levier, le curseur du cran où le gouvernement ne pourra plus tenir. Bien. Benjamin Lecossin. Nicolas Lecossin. Nicolas, pardon. Benjamin Amar, Nicolas Lecossin. Mais oui, allez-y. Écoutez, les jeunes, moi je suis quand même étonné de voir des jeunes dans la rue, des lycéens qui d'ailleurs n'ont même pas commencé à travailler, alors qu'ils font ils manifestent contre les retraites. D'ailleurs, vous savez que le taux de syndicalisation des jeunes de moins de 30 ans, c'est 2,3%. Donc c'est rien, ça n'existe pas. Et bien sûr qu'il y a des jeunes qui veulent travailler plus tard, qui veulent faire des études plus tard, mais je sais pas, il faut quand même d'abord réussir dans la vie et puis après penser à la retraite et s'organiser. Il y a un autre point sur lequel je voudrais insister, parce que j'ai clairement dit que on n'est pas pour cette réformette des retraites. Ce qui concilierait tout le monde, c'est que chacun puisse partir à la retraite quand il a envie de le faire. Donc, ça existe, surtout dans les pays nordiques aussi, c'est-à-dire on cotise, on a des comptes personnels, on a des comptes épargne, on a des assurances. Ce n'est pas une aide sociale, la retraite, attention, c'est une assurance. C'est une assurance. C'est une assurance, c'est pas une aide sociale. Donc chacun, si quelqu'un a envie de partir à 54 ans, 58 ans ou à 69 ans, c'est son problème, c'est son droit. Moi, je ne vois pas où est le problème. C'est ça ce qu'il faudrait faire en France. Donc c'est la moindre des choses. Mais alors comment mettre en place une telle... Oui, c'est bien beau, ça, dans l'absolu, ça paraît beau, mais... Il faut faire une réforme systémique, changer complètement. Changer complètement. Donc, une retraite à point. À point, un pilier par capitalisation, compte épargne. Oui, bien sûr. Tout à fait. Avec une part de capitalisation. Ça existe partout. Il y a des piliers par capitalisation dans tous les pays européens. Pourquoi vous êtes contre, d'ailleurs? Mais parce que là aussi, M. Bourdin, il y a une histoire, comme je l'ai dit pour l'histoire syndicale, il y a une histoire sociale dans ce pays. Notre système, il n'est pas à n'importe quel moment. Il naît en 1945 sous l'égide du Conseil national de la Résistance. Oui, il a été imaginé sous Pétain. Non mais attendez, d'accord. Oui, mais très bien. Malheureusement. Non mais il est porté. Excusez-moi, mais il est porté à la fin par les résistants, par la résistance, avec une matrice qui est la suivante. C'est un modèle de solidaire par répartition. Et à la différence de ce que monsieur vient d'expliquer, où c'est que chacun qui cotise pour lui, enfin qui met de côté pour lui individuellement, dans ce système, il y a des systèmes de solidarité où finalement, pour dire les choses simplement, tout le monde cotise pour tout le monde. Vous avez
93% des salariés, Jean-Jacques Bourdin, qui, une fois qu'ils sont à la retraite, bénéficient de ce système de solidarité. Ce système de solidarité, il représente 17% du budget des retraites. C'est ce modèle solidaire auquel nous intéressons. Parce qu'attention, dans ces systèmes-là, il faut voir l'État, on le connaît d'ailleurs, la pauvreté des retraités dans ces pays, comparativement au système français. Et ça, les Français l'ont bien compris. C'est-à-dire que quand on regarde le niveau de pauvreté en France et en Europe, la France est effectivement le pays le mieux loti. C'est ce système auquel nous sommes attachés. Ce système-là. Et tous ceux qui viennent nous raconter la retraite par capitalisation, la retraite par points, on a eu le débat en 2019 et pour reprendre Audiard, on les a explosés façon puzzle. Ce système n'est pas solidaire, ça concerne seulement les gens du privé, les fonctionnaires ont un régime spécial, les agents publics ont un régime spécial aussi, et la capitalisation existe pour les fonctionnaires et pour les sénateurs aussi. Donc à la marge. Donc ils l'ont prise totalement à la marge. Donc si ça existe, il faudra simplement voir si on est dans une période de grève saute-mouton ou pas, c'est-à-dire est-ce qu'il y aura d'autres mouvements après et comment ça va se cristalliser, quel sera le rôle des syndicats, comment ils vont interpréter ce qui se passe et surtout comment la rue va réagir, parce que c'est ça qui nous préoccupe aujourd'hui. Merci à tous les trois, 11h58. Tout à l'heure, je vais recevoir, après le journal de midi, Benjamin Morel, qui est constitutionnaliste et qui publie La France en miettes, régionalisme, l'autre séparatisme. Allez, nous allons parler de la France toujours, de la situation française, de la réforme des retraites aussi, et plus largement de cette inquiétude qu'a Benjamin Morel, inquiétude devant le développement de ce qu'il appelle l'ethno-régionalisme. À tout de suite.